Souvent, on me demande qu'est-ce que MeToo a fait à la sexualité. Mais c'est là où, en fait, souvent, je retourne la chose en disant les changements dans la sexualité ont été tellement importants que ça a donné MeToo. MeToo, c'était ce mouvement de prise de parole par les femmes qui disent basta, les violences, c'est pas normal. Mais si, en fait, à ce moment-là, il y a tant de femmes qui ont élevé leur voix pour le dire, c'est qu'en fait, il y avait déjà eu un changement dans leur manière de voir les choses, dans les expériences, dans les pratiques, dans les normes, qui fait qu'à un moment donné, vraiment, le mouvement a pu prendre. Le mouvement a été préparé par des évolutions de long terme qui sont des évolutions d'une plus forte égalité des sexes, y compris dans la sexualité. Parce que l'égalité s'est accrue entre les sexes en matière de sexualité, c'est pour ça qu'on a eu MeToo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chercheurs.es. Aujourd'hui, on va parler de sexualité, d'intimité, de relations conjugales, de couple et de coups d'un soir. Enfin, tout ce qui constitue la sexualité pour des jeunes et adultes. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Marie Bergström, sociologue spécialiste des relations amoureuses et de la sexualité à l'ère du numérique. Tu as dirigé avec 23 de tes collègues cet énorme ouvrage, cette énorme enquête, une enquête qui s'appelle Envie, et le livre s'appelle La sexualité qui vient. Jeunesse et relations intimes après MeToo. C'est la première grande étude nationale consacrée à la sexualité des jeunes adultes en France. Et je suis très heureux de t'avoir parce qu'en fait, tu es le premier épisode de notre, j'ai envie de dire, deuxième saison. En tout cas, c'est la deuxième année qu'on fait ce podcast. On a beaucoup travaillé sur les relations internationales, sur la crise, sur la guerre. Et aujourd'hui, on avait envie de se recentrer sur notre public qui est assez jeune. L'objectif pour nous, c'est de parler à des étudiants, de parler en fait, pile à la tranche d'âge sur laquelle vous vous adressez, c'est-à-dire les 18-29 ans. Moi, personnellement, j'ai 26 ans. Je viens d'avoir mon anniversaire il y a quelques jours. Du coup, je suis pile ton profil, en tout cas ton public qui était de ton enquête, de votre enquête. Et pour commencer, et tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette enquête, comment elle a été menée et quels étaient ses grands objectifs ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de venir présenter l'ouvrage. Et effectivement, le livre, c'est un livre collectif, à l'origine d'une enquête collective que nous avons construite à plusieurs, qui est produite à l'INED. On l'a fait en 2023 et c'est une enquête nationale. Donc ça veut dire que c'est une grande enquête par questionnaire. On a interrogé plus de 10 000 jeunes de 18 à 29 ans. Et c'est un échantillon représentatif de cette tranche d'âge-là en France. Donc c'est une très grande opération de collecte. Nous avons recueilli les questionnaires pendant 8 mois et ensuite on a procédé à l'analyse des résultats et le livre et le résultat il résume nos conclusions. Donc l'objectif de l'enquête et de l'ouvrage c'était vraiment de se poser des questions sur qu'est-ce qu'est la sexualité aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qui est nouveau? Et on a voulu faire ce travail-là parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a énormément de discours sur la sexualité, donc c'est un sujet qui intéresse, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Et donc on a voulu participer à ce débat-là, mais le faire de notre point de vue de scientifique, donc vraiment dire qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est nouveau, quelles sont les grandes transformations de l'intimité. Et du coup, vous avez interviewé 10 000 jeunes, et c'est quoi à peu près les grandes conclusions ? Le livre s'appelle La sexualité qui vient. C'est quoi cette sexualité qui vient ? C'est quoi la sexualité, j'ai envie de dire, notre génération ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? C'est quoi les grandes conclusions, en tout cas, de cet ouvrage-là que vous avez fait avec 23 chercheurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, la grande conclusion, c'est que la sexualité aujourd'hui, par rapport à ce que des jeunes d'avant ont pu vivre, c'est une sexualité qui est beaucoup plus diverse. Alors, il y a notamment une grande diversité d'identifications sexuelles aujourd'hui, et aussi de genre, on va sans doute en parler. Mais l'ouvrage, il s'intéresse à une autre forme de diversité, je pense qu'on en a moins parlé, et c'est la diversité relationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont en couple comme avant, donc le couple est toujours là, bien sûr, mais il y a plein d'autres relations, des sex-friends, des amitiés avec un plus, des plans cul réguliers, des coups d'un soir, des situationships, etc., etc. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau. Non pas que les jeunes d'aujourd'hui ont inventé la sexualité non conjugale ou que c'est la première fois qu'on a vu que autre chose que le couple, c'est pas vrai. Il y a déjà eu autre chose que le couple avant. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une très forte augmentation du nombre de partenaires sexuels dans la jeunesse. On n'en parle pas forcément, mais il y a vraiment... les jeunes ont beaucoup plus de partenaires aujourd'hui que par le passé, et ces partenaires-là sont d'une très grande diversité. Il y a ces nouveaux termes qui circulent, et ces termes nous intéressent parce que ça dit une volonté, je pense, des jeunes, à nommer
des réalités nouvelles, des manières d'être intime, qui est une manière qui n'est pas uniquement la conjugalité, mais on peut avoir un sex friend, donc nouer une relation où il peut y avoir de l'affection, de respect, de la sexualité régulière, et pourtant c'est pas un couple, mais c'est une autre manière d'être intime avec quelqu'un. Et en fait, on s'intéresse vraiment beaucoup à cette inventivité quelque part relationnelle de la jeunesse. Ça nous semble vraiment un peu rebattre les cartes et donc il fallait plonger là-dedans et comprendre mais qu'est-ce que c'est ces différentes relations et qui vit quoi et comment ça se passe. Ouais, parce qu'en fait, tu as parlé de choses très intéressantes. On va peut-être débunk la première idée. C'est un peu quelque chose qu'on entend, du coup, nous, des générations plus âgées, qui disent sur nous qu'en fait, on est à la fois dans une récession sexuelle. Je pense que derrière, il y a un peu tout un truc autour de la natalité, le fait qu'il y a moins de bébés, moins d'enfants, en tout cas les enfants naissent plus tardivement pour les jeunes adultes, et en même temps tu dis qu'il y a plus de partenaires sexuels. C'est quoi? C'est qu'en fait les jeunes font moins l'amour, il y a moins de sexualité peut-être régulière parce que ils sont plus célibataires, ils ont plus d'autres relations, et en même temps ils expérimentent avec plus de personnes, c'est ça? Oui, c'est bien résumé en fait, parce que c'est effectivement, je pense que le célibat, il est important là-dedans, parce qu'il y a ce double discours qu'on a entendu. On a d'abord dit effectivement que c'est une jeunesse hyper sexualisée, il n'y a que des coups d'un soir, les jeunes vont sur les applis, ont plein d'histoires, mais s'engagent pas, et donc une forme de jeunesse qui pas sérieuse, qui est pas sérieuse quelque part et qui a un peu rejeté le couple, ce qui est pas du tout le cas. Donc ce discours-là, il est assez ancien. Moi, je l'observe depuis les années 2000. Après, il y a ce discours plus récent de la récession sexuelle avec cette idée, non, en fait, au contraire, les jeunes, le sexe, ça les intéresse pas. En fait, je pense que ces deux discours contradictoires, ça montre avant tout qu'il y a vraiment une incompréhension. Il y a énormément de mal pour beaucoup d'observateurs, observatrices à comprendre ce qui se passe. Et une tendance fondamentale, c'est ce que tu disais, c'est le célibat. On a une augmentation de célibat pendant la jeunesse. Et le célibat, ça a deux effets qui peuvent paraître contradictoires, mais qui ne le sont pas. Les célibataires ont moins de sexualité régulière que des personnes en couple. Donc, quand le célibat augmente, il y a moins de personnes qui ont une sexualité régulière, donc le nombre de rapports va baisser. Mais les célibataires ont aussi plus de partenaires sexuels que les personnes en couple. Donc, en même temps, quand le célibat augmente, on a une augmentation du nombre de partenaires sexuels. Donc, selon qu'on regarde la fréquence des rapports sexuels, ouais, on dirait qu'il y a récession. Ou quand on regarde le nombre de partenaires sexuels, là, on dirait qu'il y a une forte explosion. Une explosion, quand même. Voilà, donc c'est là où le débat s'est trouvé dans des contradictions, des messages pas très clairs. Nous, au fond, ce qu'on a envie de dire, c'est que ni récession, ni explosion, révolution, c'est que la manière d'entrer dans la vie affective et sexuelle a changé. Il faut comprendre en fait ces changements-là. Et en fait, le changement n'était pas tellement quantitatif. On peut nous compter le nombre de rapports des partenaires, mais au fond, le changement qualitatif, c'est, comme je disais, cette diversification relationnelle. Est-ce qu'en fait, on est passé de quelque chose assez segmenté avec être en couple, ne pas être en couple, à aujourd'hui un espèce de spectre relationnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut vraiment parler en termes d'un continuum relationnel où un peu les deux pôles extrêmes, c'est le coup d'un soir ou l'histoire d'un soir qui dure très peu de temps, les partenaires sont très peu investis matériellement, émotionnellement, physiquement. Et ensuite, de l'autre côté, il y a le couple qui est toujours là, qui est très valorisé, où on a l'investissement le plus important. Et entre ces deux formes et pôles relationnels, aujourd'hui, effectivement, il y a plein de manières d'avoir des relations intimes. Et donc ça, je pense que ça... Un des changements importants, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un aujourd'hui, on ne sait pas forcément où ça va amener, en fait. Donc, il y a toute une phase maintenant, en début de relation, on parlait de dating ou de rencontre, où il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça va devenir, on est quoi l'un pour l'autre et comment est-ce que ça va évoluer. Donc, beaucoup plus d'incertitude finalement sur la nature de la relation qui nécessite réflexivité, mais aussi négociation. Donc, disons que le champ des possibles est plus large aujourd'hui.
Et donc, il y a tous ces questionnements, mais aussi de négociations autour de la nature de la relation. Et c'est une manière assez différente d'entrer en relation avec quelqu'un où il y a tellement de possibilités et tellement d'ouverture finalement. En fait, j'ai envie de te poser la question un peu inverse que peut-être tu as eu dans d'autres émissions dans lesquelles tu es passé, où tu étais avec des gens plus âgés. Comment ils faisaient avant? Parce que pour nous, ça semble logique de tester, en fait. Ouais. De dire, bon, bah, on voit, on teste un petit peu, ça mène. Bon, on va vraiment utiliser des termes de génération. Oh, là, il y a un red flag, là, il y a deuxième red flag, troisième red flag, je sors, quoi. Un peu, comment c'était avant? Parce que votre étude, celle que du coup tu as dirigée, elle se base aussi sur des études de 2006. C'est la dernière un peu grande enquête sur la jeunesse et sur la sexualité, qui était différente dans la manière dont vous l'avez approchée. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Comment ils faisaient, en fait, les jeunes avant pour rentrer en relation? Juste ils y allaient et après ils étaient engagés à vie ou... Effectivement, il y avait moins de possibilités, on pouvait dire, en tout cas, aux deux figures relationnelles qui étaient un peu des possibles. En fait, si on prend le couple, par exemple, ça, c'est une évolution nette qu'on voit. Lorsqu'on demande à des personnes qui étaient jeunes dans les années 90, mais à quel moment... en gros, vous étiez en couple. Ça s'est passé comment? Les personnes vont dire, et ça, c'est des grandes enquêtes qui ont été conduites à l'INED dans les années 90, les jeunes à cette époque-là disaient on est en couple quand on s'est embrassé, on est en couple quand on a couché ensemble la première fois. C'est-à-dire que l'entrée dans la conjugalité allait sans dire. C'était par des actes qu'on comprenait ce qu'on était l'un pour l'autre. Lorsque nous, en 2023, on a posé la même question aux jeunes, mais comment tu savais que tu étais en couple? En fait, ce n'est pas les actes, mais c'est le fait de dire qu'on est en couple. Et donc, pourquoi c'est ce changement? Parce qu'en fait, s'embrasser ou avoir des rapports sexuels, ça, on peut l'avoir avec plein de gens et dans plein de relations différentes. Donc, en fait, il faut parler. Il faut mettre des mots sur la relation parce que les actes ne parlent pas pour eux-mêmes. Donc, pour le dire autrement, comment ça se passait avant? Effectivement, il y avait moins de possibilités relationnelles. Beaucoup de choses allaient sans dire. Et il y avait une forme d'opposition beaucoup plus binaire entre d'un côté le couple et puis la sexualité sans lendemain. Et donc, il fallait un peu décoder les pratiques et le déroulement de la relation pour comprendre si c'était l'un ou l'autre. Et un des éléments qui est toujours important, mais qui l'était sans doute encore plus avant, c'est si la sexualité arrive rapidement, on comprend que c'est pas un truc sérieux. Si on est fait attendre un peu et que ça prend plus de temps, on comprend que c'est un couple. Mais on n'avait pas forcément besoin de mettre des mots là-dessus. Donc, pour le dire plus rapidement ou autrement, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est que plus de possibilités aujourd'hui, mais du coup, plus de nécessité de parler, alors qu'avant, il y avait moins d'options, entre guillemets, et du coup, aussi beaucoup plus de choses qui allaient de soi, on n'en parlait pas, et c'était un peu par des signes qu'on comprenait ce qu'on était l'un pour l'autre. En fait, est-ce que la sexualité qui vient, c'est une sexualité où on dit, en fait, on parle? Voilà, parce que tu nous dis que dans un premier temps, en fait, il y a tout ce nouveau champ relationnel, mais en fait, qui est nommé, en fait, qui existait avant, mais qui est vraiment maintenant à des j'ai envie de dire, catégorisé. Oui. On peut en parler à ses amis, dire, en fait, non, là, c'est qu'un plan. Enfin, le situer ou la situer dans un spectre relationnel. Et en même temps, dire qu'il y a plein d'étapes à certains moments, de dire, on parle, on dit les choses. Alors qu'avant, c'était plutôt dans du non-dit. Il y avait toujours peut-être ce spectre, mais qui était dans un flou entretenu par tout le monde. Et ça me fait penser, peut-être, il y avait une statistique qui était intéressante. Je crois que c'est environ 80% des gens en couple se disaient très amoureux ou amoureux, alors que, par exemple, dans les autres relations, l'étaient pas forcément autant. Je crois que c'était 30% pour ceux qui étaient un peu dans des situationships, un peu en relation, pas forcément extrêmement structurées, j'ai envie de dire. Et après, ça descendait vraiment pour les coups d'un soir, bien évidemment. Logiquement à 0%. Du coup, est-ce que l'amour ne s'exprime qu'à partir du moment où on se met d'accord tous les deux pour l'exprimer? Je pense effectivement, ce que nous on observe, c'est que les personnes qui sont en couple se disent en effet très largement amoureuses de leur partenaire, alors que le sentiment est beaucoup plus en retrait dans d'autres relations. Je pense, effectivement, les gens sont en couple parce qu'ils sont amoureux, ils sont amoureux parce qu'ils sont en couple, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de l'autre, quelque chose d'un peu de performatif dans le fait de se dire amoureux de son conjoint ou de sa conjointe. C'est que... notamment pendant la jeunesse, les couples ne sont pas forcément cohabitants, n'habitent pas forcément ensemble. En gros, la relation tient finalement à assez peu de choses. Elle tient notamment à l'investissement émotionnel. C'est différent si on prend un couple, et je schématise exprès, mais si on prend un couple qui ont
personnes qui ont la quarantaine, le couple, c'est aussi, ils habitent ensemble, ils ont un chien, ils ont 2 enfants, un prêt immobilier et une voiture. Donc même si contrat de mariage, c'est ça. Et même si le Pacs, sentiment amoureux, il est plus en retrait, le couple, personne ne doute le fait qu'ils sont en couple. Donc quelque part, le couple n'est pas uniquement basé sur le sentiment amoureux, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui fait couple pour ces 2 personnes-là. Alors que quand on a 25 ans, 22 ans, et qu'il n'y a pas tout on va dire, base matérielle, qu'est-ce qu'être en couple? Si on n'est pas en amoureux, en fait, il y a beaucoup de doutes sur cette relation-là. Donc je pense que le fait de se dire très amoureux de sa partenaire ou son partenaire de couple, c'est aussi une manière vraiment d'affirmer le fait que nous, on a une relation qui est importante et on va l'investir. D'accord, du coup, il ne faut pas trop interpréter, faut faire attention avec cette interprétation dans le sens où aujourd'hui, les seules choses, les seuls liens ou les cordes qui nous tiennent, c'est des cordes émotionnelles et du coup, peut-être on les performe plus, on les renforce plus, alors que dans d'autres cadres, il y a plein d'autres cordes, j'ai envie de dire, matérielles qui nous attachent avec la personne. Oui, et justement, c'est aussi, je pense, comme ça qu'on peut comprendre pourquoi il y a très peu de jeunes qui se disent amoureux, amoureuses de leur coup d'un soir. C'est pas que les sentiments sont toujours complètement absents de ces relations-là, c'est aussi que en fait, on n'est pas censé tomber amoureux, il faut un peu garder de la distance. Donc c'est aussi une manière de quelque part donner une certaine place limitée à la relation, de dire je n'étais pas du tout amoureuse, ça veut dire j'accorde pas d'importance et c'est une manière de borner les choses. Donc c'est performatif, le fait de se dire très amoureux, amoureuse, c'est une manière d'investir la relation et de faire de se dire pas du tout amoureuse ou amoureux, c'est une autre manière de tenir à distance ou de juste clairement signifier que c'est un coup d'un soir, c'est rien d'autre, donc l'amour, on l'exclut. Ouais, c'est super intéressant parce que des coups d'un soir, en plus, on le dit comme si c'était des inconnus. Souvent, les coups d'un soir, en plus, c'est des amitiés. Après aussi, il y a des sex friends et on connaît tous quelqu'un qui est tombé amoureux ou amoureuse de son sex friend, de sa sex friend. Et ça veut dire, de ce que tu dis, c'est que dans l'enquête, c'est peut-être une des limites. C'est quelque chose qu'on va dire, mais c'est pas forcément quelque chose... c'est pas forcément relié tout le temps aux sentiments. Qu'on peut avoir des sentiments pour tout ça, mais que c'est pas forcément lié. Il faut faire attention. Tout à fait. Et pour nous, c'est pas un biais de l'enquête, c'est plutôt lorsqu'on interroge les jeunes de comprendre en fait pour qui on va déclarer de l'amour et pour qui, au contraire, on va dire qu'il n'y a pas eu de sentiment. C'est très très heuristique pour nous. Ça nous renseigne beaucoup sur alors qu'est-ce qui font que les jeunes vont délimiter les relations de telle manière. Au fond, qu'est-ce qu'un sex friend? C'est associé à quelle pratique, quel sentiment et aussi quel type de déclaration et de discours portés sur la relation. Donc, on essaie de cartographier le paysage relationnel avec tous ces différents éléments matériels, émotionnels, discursifs. Et quand tu cartographies un petit peu toutes ces relations, le célibat, les couples libres, le polyamour, c'est quelle place et c'est quelle évolution par rapport à il y a plusieurs années? À quel point ça a pris de la place aujourd'hui? Le polyamour et un peu tous ces types de relations. Bon, d'ailleurs, le célibat, parce qu'on en a parlé, à quel point est-ce que les jeunes sont plus célibataires qu'avant et tous ces autres types de relations, je dis couple libre, polyamour, mais ça peut être les relations peut-être non dites, les sex friends. À quel point ça a évolué par rapport à avant? La vingtaine, elle a changé. Alors, c'est une évolution de long terme. C'est pas forcément un changement qui s'est fait du jour au lendemain, mais on a une forme d'allongement de la jeunesse, comme on peut dire. Ça veut dire que toutes les étapes qui traditionnellement définissent le passage à l'âge adulte ou la vie adulte ont été repoussées. Donc, ça veut dire qu'on va partir de chez les parents plus tard, finir les études plus tard, avoir un premier emploi stable plus tard, se mettre en couple cohabitant plus tard, avoir un premier enfant plus tard, etc. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la vingtaine est vraiment devenue une période d'instabilité, d'insécurité, mais on peut aussi voir ça comme une forme de liberté, c'est-à-dire que c'est un moment où les choses sont pas très stabilisées, et du coup on peut aussi expérimenter. Et donc c'est là qu'on a effectivement cette augmentation de célibat, mais je le dis tout de suite, ça veut pas dire que le couple est entièrement repoussé à l'avenir. Le couple cohabitant, oui, mais pas le couple en soi. Il y a plein de
personnes entre 18 et 29 ans qui disent avoir été en couple dans l'année. C'est même 2/3 C'est énorme. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire que le couple est très important, mais c'est pas forcément le couple sous un même toit. Et ce couple-là, alors, est-ce que c'est le même couple qu'avant? Oui et non. Je pense que la forme, on va dire, l'hétérosexualité est toujours une norme forte, même si elle perd du terrain, on peut dire, on reviendra peut-être. Là, le couple comme une relation qui lie deux personnes, c'est un idéal, une norme, une figure extrêmement forte. Les couples ouverts et les relations polyamoureuses sont rares, y compris pendant la jeunesse. C'est vraiment une toute petite minorité. Et beaucoup de personnes donc, se disent amoureux et amoureuses de leur partenaire et envisagent aussi une vie de famille lorsque le couple se stabilise. Donc, en fait, moi, je dirais que le couple traditionnel n'est pas en perte de vitesse. C'est un idéal fort. Il n'a pas forcément changé beaucoup, mais c'est vu comme quelque chose qui arrive plus tard et qu'avant de le vivre, il y a le temps pour d'expérimenter, tester voilà. toutes ces relations. Ouais. Tu as beaucoup travaillé sur les applications aussi. C'est pas forcément. Il y a tout un chapitre dédié à ça, et en plus, toi, tu as fait beaucoup de recherches dessus. J'aimerais bien savoir, c'est quoi la place de ces applications de rencontres dans cette jeunesse. Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça a vraiment changé une sorte de relation à la fois pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels et pour tout ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que ça a changé pour les gens, pour notre génération? Ouais, c'est un grand changement parce qu'en relativement peu de temps, je pense que les applications aujourd'hui se sont vraiment imposées comme une forme de presque de passage obligé, ou en tout cas les célibataires peuvent le vivre comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde utilise les applications, mais il y en a beaucoup qui les utilisent. Lorsqu'on s'approche de la trentaine, c'est une large majorité de gens qui auront connu au moins une fois dans leur vie de se connecter sur une application de rencontre, sauf si elles ont été en couple pendant toute la période. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu très associé au célibat, vécu parfois comme une forme de passage obligé. Mais ce qui est aussi important à dire, c'est que tout particulièrement pour les jeunes, c'est loin d'être le seul mode de rencontre. En fait, au contraire, les couples, mais aussi les histoires d'un soir, se forment beaucoup ailleurs. Les soirées, les bars, les boîtes, les festivals, par les amis, par les études, par le travail, tous ces contextes de rencontres, on va dire, ordinaires, n'ont pas du tout disparu. Donc, toujours sur cette tranche d'âge, 18-29 ans, on va dire que c'est un couple sur 10 qui commence sur une application et une histoire d'un soir sur 5. Donc c'est quand même ce qui est beaucoup, mais en même temps assez peu. Oui, c'est ça. C'est pas. Ça veut dire que les applis se sont pas du tout substitués aux autres modes de rencontre. Et ça, c'est vrai pour les jeunes. C'est moins vrai pour les moins jeunes. C'est vrai. C'est-à-dire que les applications ont une place beaucoup plus importante pour les personnes qui ont 40, 50, 60 ans et qui se remettent en couple. Parce qu'à cet âge-là, il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions de rencontres, on a une vie de famille contrainte, et du coup, on va vraiment beaucoup se reposer sur ces services. Donc, ce qu'on constate, c'est que les jeunes sont des grands utilisateurs et utilisatrices des applis, mais les relations commencent aussi ailleurs, notamment parce qu'il y a d'autres occasions. Oui, j'avais vu un truc comme quoi, en fait, il y a pas forcément beaucoup d'utilisation quand tu es étudiant ou étudiante, parce qu'en fait, tu as énormément de possibilités de rencontres. Et après, ça remonte quand tu rentres dans la vie active, quand tu vas dans le travail. Exactement. Peut-être parce que tu perds aussi des possibilités de rencontres. Oui, c'est peut-être un moyen, peut-être le voir comme un moyen palliatif. Et c'est pour ça que peut-être que les personnes plus âgées l'utilisent, parce qu'il y a aussi, encore une fois, moins de possibilités de rencontres. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose où les gens peuvent se reconnaître dedans, que lorsqu'on s'approche de 30 ans, les occasions de rencontre ne sont pas les mêmes. Beaucoup de gens dans son cercle d'amis commencent à être installés, être déjà en couple. Donc, on fait des soirées, mais on rencontre les mêmes personnes et on n'a pas forcément la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Donc, la sociabilité, elle se transforme beaucoup à l'approche de la trentaine et elle se rétrécit. Et il y a moins de célébration, et du coup on a plus une démarche un peu volontariste en disant ok, là j'ai vraiment envie de rencontrer, donc là j'y vais sur une appli, et là aussi souvent c'est comme ça qu'on rencontre sa partenaire. Et ça me fait penser, est-ce que tout ça aussi c'est pas lié à une norme qui n'a en fait fondamentalement pas changé, qui est être en France, être célibataire c'est une tare. Et le end goal, quoi, la fin, c'est d'être en couple, quoi. En fait, ce que vous racontez, c'est ce que tu racontes, c'est que
au fond, tout le monde cherche encore le couple un peu normé de base et que le célibat, peut-être est plus long, avec d'autres manières aussi d'expérimenter des relations, mais qu'on reste quand même dans cette dynamique un peu à la fin de se caser. Oui, c'est très juste. Moi, je pense que la norme conjugale, elle est très forte. Et le fait que le célibat augmente, c'est pas forcément une mise en cause de cette norme-là. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, être célibataire, c'est pas en soi tout le temps mal vu. Lorsqu'on est jeune, ça peut même être attendu. Je veux dire, quelqu'un qui se met en couple trop tôt, il y a même les parents qui peuvent un peu s'y inquiéter en disant mais c'est un peu tôt, c'est pas tellement l'âge. Donc, il y a des âges où on attend à ce que la personne soit célibataire. Après une séparation, les gens trouvent ça complètement normal qu'on reste célibataire. Il y a même cette idée qu'il faut pas se jeter dans une nouvelle relation. En revanche, le célibat qui dure, ça, c'est suspect. Et ça, les gens trouvent suspect. Et en fait, on voit énormément de rappels à l'ordre, de l'entourage qui intervient et qui s'inquiète sur la présence d'un partenaire, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très présent déjà dans cette enquête auprès de jeunes qu'on a menée, où les personnes célibataires, notamment en approchant de la trentaine, disent que leurs amis, leur famille aimeraient bien les voir en couple. Ils se sentent parfois exclus parce qu'ils sont pas en couple, et il y a un peu des remarques de l'entourage. Donc je pense que oui, le couple reste un idéal très fort. C'est une aspiration des gens. Les gens, beaucoup disent j'aimerais bien vivre en couple et que ma vie soit une vie en couple, mais c'est aussi une injonction. C'est-à-dire que les personnes qui ne le sont pas vont souvent mal le vivre et effectivement même avoir des rappels à l'ordre un peu explicites. Et une injonction, et cette injonction, ça me fait aussi réfléchir que cette injonction, elle est aussi sur la sexualité, quoi. Peut-être aussi qu'il faut, en tout cas, il faut être actif sexuellement et que, après, il faut être actif sexuellement et qu'à la fin, cette activité sexuelle va mener, in fine, au couple. Et pourtant, j'avais vu que dans tous les jeunes que vous avez interrogés, c'était 20% qui avaient eu aucune relation sexuelle pendant l'année, quoi. Ouais. Est-ce que c'est un chiffre élevé? Est-ce que c'est pas élevé? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pas que ça soit très élevé parce qu'il faut pas se dire que c'est 20% qui n'ont pas eu de relation dans l'année. Ça veut pas dire qu'ils ont rien vécu. Il se peut que l'année d'avant, c'était très intense. Il se peut que, en fait, l'année qui vient, il va avoir des relations. Et qu'ils peuvent vivre des choses émotionnelles sans que ça soit sexuel. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, nous, ces âges, quand on regarde 18, 29 ans, c'est vrai, c'est des âges aussi où il se passe beaucoup de choses et il y a des périodes dans la vie où, en fait, on est très concentré sur son travail, on est très concentré sur ses études. Et donc, ne pas avoir vécu de relation ne veut pas forcément dire une forme d'exclusion, de retrait de la vie, ou en tout cas d'exclusion de la vie intime. Ça peut être aussi un moment où on privilégie autre chose. Et là aussi, on voit des différences entre groupes de jeunes. On voit, par exemple, que notamment une partie des femmes qui sont célibataires vont dire qu'elles vont plutôt bien le vivre, présenter plutôt comme un choix, alors que chez les hommes, on a plutôt tendance à voir que c'est peut-être un peu moins bien vécu. Comme si, en fait, une partie des femmes disait là, je suis sur les études, je suis sur le travail, on verra ça après, alors que chez les hommes, on n'a pas forcément les mêmes observations. Donc, le célibat aussi vécu différemment entre les sexes, genres. entre le genre, et aussi. Oui, ça c'est aussi lié à des injonctions de normes de genre, de dire que les hommes il faut être actifs sexuellement et que les femmes il faut un peu pas se donner à n'importe qui, il faut se préserver, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est des choses que ces normes de genre vous les retrouvez aussi encore avec notre génération? Oui, il y a vraiment des différences encore entre les sexes. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et c'est juste, c'est-à-dire que un des changements vraiment importants, et ça peut te paraître évident étant de la génération dont on parle, mais moi, j'insiste pour le dire, c'est que aujourd'hui, c'est possible et acceptable, voire même attendu, à ce que des jeunes femmes aient des histoires sans lendemain, des coups d'un soir, et qu'elles expérimentent sexuellement. Ça te paraît peut-être évident, mais ça ne l'était pas en fait. Okay. Et je pense que là, il faut le dire, parce qu'il y a eu un changement très important et je trouve relativement rapide, où cette figure de la pute n'a pas disparu, je reviendrai, mais maintenant, il y a quand même, elle est moins prégnante, c'est plus possible de vivre autre chose que le couple, et voire même, quand je disais un peu attendu,
il y a un peu l'idée que pendant la jeunesse, il faut en profiter, il faut vivre des choses et ça fait partie aussi d'être une jeune femme. Donc c'est un changement énorme, mais ayant dit cela, les normes sont toujours différenciées. Les comportements des hommes et des femmes ne sont pas jugés de la même manière et les comportements des femmes continuent à être jugés différemment et plus sévèrement que ceux des hommes. Donc, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, avoir trop de partenaires sexuels, être trop sexuellement actif, être célibataire trop longtemps, etc., on va beaucoup plus porter un jugement négatif sur les femmes que sur les hommes. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur la question des applications de rencontres, cette idée qu'il ne faut pas coucher le premier soir, etc., elle n'a pas disparu. Mais ce n'est pas les hommes qui le disent. Il n'y a pas de jeunes hommes qui se disent « Ah, je ne vais pas coucher le premier soir ». Ce n'est pas vraiment une question qu'on se pose. Mais pour les femmes, en fait, c'est une questionnement sur qu'est-ce que je envoie comme signal, qu'est-ce que ça dit de moi. Et toutes ces réflexions-là, elles n'ont pas disparu. Donc ça dit bien quelque chose sur la manière dont la sexualité continue à définir les femmes et la distinguer entre les salopes et les filles bien. Et ça a bougé. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Ça me fait penser, un quart des jeunes déclarent vivre en détresse psychologique, vivre une détresse psychologique. Il y a une surreprésentativité des femmes. Est-ce qu'on peut faire un pont entre ce qu'on vient de dire avec ces normes, ces injonctions de genre et cette détresse psychologique et peut-être aussi la sexualité des femmes ? Oui, donc c'est ce qu'on mesure dans l'enquête, c'est effectivement ce qu'on appelle la détresse psychologique. C'est pas une question qu'on a posée aux jeunes comme ça en disant est-ce que vous êtes en détresse. On a posé plusieurs questions sur leur bien-être et selon une technique, une mesure standardisée, on a ensuite construit un indicateur de détresse psychologique. Donc ça veut dire que ces jeunes présentent des signes de mal-être et de mauvaise santé mentale. Et effectivement, les femmes sont plus touchées. Ça, c'est quelque chose qu'on constate depuis longtemps et aussi dans d'autres pays pour d'autres groupes d'âge. Et je pense que, alors c'est lié à beaucoup de choses et pas uniquement à la vie intime, mais c'est effectivement lié à des normes de genre qui sont pas les mêmes, que l'éducation des filles n'est pas la même que celle des garçons, que on est dans une société de rapports de genre inégalitaires et le fait d'être le groupe dominé dans ces sociétés, ça vient avec une mauvaise santé. Et on le voit pour d'autres groupes, c'est-à-dire, par exemple, les personnes, les minorités sexuelles, on souffre d'une plus mauvaise santé. Alors, quand on dit minorité sexuelle, on parle de qui ? Donc, des personnes qui se disent gays, lesbiennes, bisexuelles ou pansexuelles. C'est aussi des groupes qui souffrent d'une moins bonne santé mentale que les autres. Donc, un résultat un peu transversal qu'on peut voir, c'est que les groupes dominés, dans différents rapports de pouvoir dans la société, souffrent généralement plus de mauvaise santé mentale que les autres. Donc oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis un moment. On a beaucoup parlé de la Covid et que les jeunes ont pris un coup dur avec la Covid. C'est juste, mais en fait, l'augmentation de la détresse psychologique, elle avait commencé avant. Donc, il y a un vrai questionnement à avoir sur ça. En fait, je voulais parler des violences sexuelles avec toi parce que aussi vous avez étudié ça, en plus de la détresse psychologique. C'est 43% des jeunes femmes qui auraient été exposées. C'est-à-dire qu'il y aurait une tentative d'agression sexuelle ou qui aurait vécu une agression sexuelle, si j'ai bien compris. C'est 2 fois plus qu'en 2006. Chez les hommes, c'est 14%. C'est 3 fois plus qu'en 2006, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les jeunes ont plus conscience de leur corps et font plus de relations entre ce qu'ils vivent peut-être de l'extérieur avec l'intimité ? Ou est-ce qu'on est face à une explosion des violences sexuelles ? J'imagine pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, effectivement, dans l'enquête... on s'intéresse aux rapports forcés, aux tentatives de rapports forcés. Donc, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est un terme large pour parle de violence sexuelle en termes d'expériences subies, mais aussi des tentatives. Et effectivement, ça a énormément augmenté. Et je pense qu'on peut l'expliquer de 2 manières, et c'est très bien dit par mes collègues Florence Maillochon et Mathieu Trachman qui en parlent dans l'ouvrage, que une explication importante, c'est que il y a eu MeToo. Et MeToo, ça a été un moment où on a discuté de ces questions-là. Et ça a été un moment où beaucoup de gens et de jeunes se sont
mis à revenir sur les expériences passées, dit mais je veux dire qu'est-ce que j'ai vécu, mais cette relation-là c'était quoi? Et très certainement ça a amené un certain nombre de personnes à déclarer comme étant de la violence quelque chose qu'avant elles ne faisaient pas. Donc ça veut dire que c'est pas forcément une explosion des violences, mais ça veut dire plutôt que, comme on dit souvent, que la parole s'est libérée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'une personne avant aurait dit c'est une mauvaise expérience, c'était de mauvais sexe, c'était pas cool, plein de termes différents. Aujourd'hui, elle va dire non, mais en fait, non, c'était un rapport forcé ou c'est une tentative de rapport forcé. Parce qu'il y a une réflexivité sur ces questions-là, parce qu'on connaît mieux aujourd'hui aussi la catégorisation de différents délits et crimes sexuels. Bref, en gros, une explication très importante, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes, notamment des jeunes femmes, osent dire que c'était de la violence, alors qu'avant, elles ne le faisaient pas forcément. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est une explication importante, c'est-à-dire qu'on qualifie aujourd'hui de rapport forcé quelque chose qu'avant, on ne l'aurait pas forcément fait, parce que tout simplement, on considère que ce n'est pas normal. Donc, quelque part, la violence a perdu son évidence. Il y a une intolérance envers les comportements agressifs aujourd'hui qu'il n'y avait pas autant avant. Mais je pense que c'est aussi possible, et c'est ce que mes collègues mettent en avant, c'est aussi possible que de fait, il y a une augmentation de l'exposition des femmes à la violence des hommes. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on voit aussi pour cette jeune génération une forte augmentation du nombre de partenaires sexuels. Donc ça veut dire que les jeunes femmes aujourd'hui ont plus de partenaires que les jeunes femmes d'hier. Et donc ça veut dire qu'elles sont dans des situations sexuelles plus diverses, avec plus de partenaires, notamment des partenaires d'un soir, mais aussi d'autres formes de relations. Et donc, quelque part, elles sont plus exposées. C'est possible qu'on a les deux. On a une augmentation des déclarations de violence, donc la manière de qualifier les actes. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure le fait qu'il y a aussi une augmentation de l'exposition des femmes à la violence des hommes, parce que de fait, elles rencontrent plus d'hommes, elles sont dans plus de situations sexuelles avec des hommes qu'avant. Mais du coup, on ne peut pas réussir à dissocier les deux. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué dans une enquête. Et en fait, je pense qu'il y a les deux, en fait. Donc, il faut prendre ces deux facteurs comme deux éléments qui expliquent cette évolution. Effectivement, à la fois le consentement est devenu une norme, mais là je renvoie aussi vers le travail de Rebecca Lévy-Guillain qui travaille sur cette question-là et qui parle d'une culture de consentement, c'est-à-dire que aujourd'hui, notamment dans la jeune génération, la norme c'est que faut pas forcer. Et il ne faut pas se forcer. Donc, c'est un norme qui est très genré. Pour les hommes, il ne faut pas forcer les femmes. Et pour les femmes, il ne faut pas se forcer à avoir des rapports sexuels. Et qu'effectivement, il y a cette idée de valorisation du consentement explicite. Après, dans les pratiques, on voit que c'est beaucoup moins le cas. Ça ne parle pas forcément beaucoup. Et quelque chose que nous, on voit très clairement dans notre enquête, c'est que dans les couples, ça discute quand même pas mal, en fait, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais dans les relations plus éphémères, beaucoup moins. Et là, je pense que c'est notamment là où il y a des situations où il peut y avoir des mauvaises expériences parce que les choses ne sont pas dites, on parle très peu. Et encore une fois, pour revenir aux applications que j'ai beaucoup étudiées, parfois, les gens ont l'impression que mais sur les applications, les choses sont super claires et explicites. Les gens disent on se retrouve, on va faire ça, etc. Donc, comme si, en fait... Et on a matché, du coup, c'est bon pour coucher ensemble. Quoi. Exactement. Et en fait, si on regarde les rencontres entre hommes via les applis Grindr, etc., ça parle pas mal de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que toi tu aimes, ok, mais on fait ça comme ça, etc. Super, je peux venir chez toi, ok, c'est parti. Mais il y a quand même une forme d'explicitation de ce qu'on va faire. Quand on regarde comment ça se passe sur Tinder ou d'autres applications chez la population hétérosexuelle,
on match, mais ensuite, c'est très ouvert. On ne sait pas forcément ce qui va se passer, on ne sait pas forcément ce que l'autre aime, etc. Et il y a une valorisation aussi un peu de cette ambiguïté, et on trouve que ça casse un peu l'ambiance, et on commence à parler de qu'est-ce que tu es prête à faire, etc. C'est pas dans le script hétérosexuel. C'est vrai. Ouais, donc, alors que c'est dans le script homosexuel des hommes, beaucoup plus. De pouvoir parler vraiment explicitement. Oui, je veux dire, ça veut pas dire que les rencontres entre hommes sont exemptes de violences sexuelles, mais quand même, il y a beaucoup plus le fait de mettre en mots, voilà ce que je kiffe, voilà mes tripes à moi, ok, mais toi tu aimes la même chose, du coup, on va faire ça et je te retrouve chez toi. Donc on sait un peu à quoi s'attendre. Alors beaucoup de rencontres hétérosexuelles via Tinder, on sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a un lieu de rendez-vous et une photo un peu vague de la personne, et après tout est un peu à découvrir. Donc c'est sûr que le consentement, c'est un peu une norme abstraite très forte, mais en pratique, elle n'est pas très pratiquée. Et dans l'explicitation de ce qu'on aime pas, veut faire ou pas, ses limites, etc. Et c'est super intéressant parce que là, on fait des liens avec plusieurs choses dont on a parlé. Du coup, le fait que nous, on commence à parler de certaines choses, différents types de relations, qu'en fait, il y a une dynamique d'évolution, en tout cas, d'avoir ce spectre relationnel, d'avoir plus de relations éphémères, coup d'un soir, sex friends, etc. Mais qu'en même temps, il reste dans ces relations-là, en tout cas dans le cadre hétérosexuel, aussi dans d'autres cadres, bien évidemment, mais ce truc de consentement qui n'est pas abouti. Et du coup, on pourrait revenir aussi à ce qu'on disait sur l'explosion des violences sexuelles, en tout cas dans les chiffres, qui est une partie liée à une plus grande éducation des personnes concernées, pour pouvoir les nommer, mais aussi une plus grande exposition, et en fait ça fait un peu un cercle, quoi. Ouais. Et est-ce que j'ai envie de demander, est-ce que tu observes des corrélations entre ces violences subies et d'autres dimensions, entre comme le genre, la santé mentale et le nombre de partenaires? Du coup là on a un peu parlé de tous ces trucs là. Est-ce que on peut faire des liens entre tout ça? Oui, alors on peut faire des liens si on regarde par exemple le fait d'avoir vécu des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant ou fréquent chez des personnes qui ont beaucoup de partenaires sexuels. Donc c'est là où on revient sur cette question de l'exposition. Avoir beaucoup de partenaires, ça expose à la violence. On voit aussi en termes de santé mentale que le fait d'avoir vécu des rapports forcés ou des tentatives, c'est aussi un facteur de fragilité en termes de santé mentale. Les personnes qui ont vécu des violences sont entre 2 et 2,5 fois plus nombreuses et nombreux à déclarer une mauvaise santé mentale. Donc oui, il y a des liens entre ces différents aspects. Après, attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir beaucoup de partenaires parce que violence, parce que c'est pas ça. C'est plutôt que il y a des situations qui nous rendent vulnérables. Et en fait, encore aujourd'hui, pour une femme, le fait d'avoir des partenaires hommes, c'est une exposition à la violence. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les femmes, maintenant, elles expérimentent, elles y vont, elles vivent des choses, elles considèrent plus que par le passé que c'est normal de le faire, elles ont envie de vivre des choses, mais on doit aussi constater que cette liberté revendiquée et pratiquée, elles viennent aussi avec des conséquences de l'inégalité des sexes, et notamment une exposition à la violence des hommes. Ce qui revient un peu aussi au discours féministe, c'est qu'on a envie en tout cas les femmes, les hommes aussi, mais envie d'expérimenter sans qu'elles subissent des violences sexuelles, quoi, ce qui est un peu évident en même temps. Oui, et je pense qu'en même temps, c'est vrai que en fait, MeToo, ça a été ça, en fait, je pense aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de parole de violence, mais au fond, c'est des femmes qui disent « Non, mais basta, non, mais ça va pas. C'est-à-dire que j'ai envie de vivre ça et j'ai pas envie, en fait, que ça me met dans des positions de vulnérabilité. » Donc, quelque part, le MeToo et la discussion qu'on a sur les violences ces dernières années, une évolution positive là-dedans, c'est qu'en fait, ça montre que quelque part, la violence a changé de camp, dans le sens
violence avant, elle était considérée comme inéluctable, en fait, comme si c'était forcément les hommes sont violents, donc ou peuvent être violents, où il y a toujours, comme si c'était une évidence. On doit faire avec. Voilà, on doit faire avec. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, non, je ne vais pas faire avec. Mais non, en fait, c'est pas normal. Donc je dis que c'est pas normal, et la dénonciation de la violence, c'est une manière de vouloir l'expulser, parce qu'on considère que c'est normal d'avoir une sexualité épanouie sans s'exposer à la violence. Donc, paradoxalement, MeToo, qui insiste beaucoup sur la violence, a vraiment quelque chose de positif, qui est que finalement, on en parle beaucoup parce qu'on trouve que c'est plus normal, en fait. En même temps, je t'avais entendu sur certains d'autres interventions, tu disais que MeToo, ou en tout cas ou dans le livre, je ne me rappelle plus, MeToo n'est qu'en fait que la conséquence d'un changement et d'une rupture profonde, en fait, dans la société. Tout ce que on vient de parler, c'est des grandes dynamiques démographiques qui occurrent depuis un moment, et peut-être que MeToo est le pic de légitimation politique de changement de longue date. Oui, tout à fait, parce que effectivement, moi, je pense que MeToo, souvent on me demande qu'est-ce que MeToo a à faire à la sexualité. Mais c'est là où, en fait, souvent je retourne la chose en disant, en fait, la sexualité, les changements dans la sexualité ont été tellement importants que ça a donné MeToo. Et c'est ça que je veux dire, c'est que les MeToo, c'était ce mouvement de prise de parole par les femmes qui disent basta, les violences, c'est pas normal. Mais si, en fait, à ce moment-là, il y a tant de femmes qui ont élevé leur voix pour le dire, c'est qu'en fait, il y avait déjà eu un changement. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des changements dans leur manière de voir les choses, dans les expériences, dans les pratiques, dans les normes, qui fait qu'à un moment donné, vraiment, le mouvement a pu prendre. Donc, en fait, le mouvement a été préparé par des évolutions de long terme, qui sont des évolutions d'une plus forte égalité des sexes, y compris dans la sexualité. Et c'est ça que, justement, que peut paraître un peu paradoxal, c'est que parce que l'égalité s'est accrue entre les sexes, en matière de sexualité. C'est pour ça qu'on a eu MeToo. Parce que MeToo, ça a été ce moment très important où on a quelque part élevé les voix contre les inégalités qui persistent, en fait. Mais il y avait déjà eu un mouvement d'aspiration vers l'égalité très forte. Et sans ça, on n'aurait pas eu MeToo. J'aimerais bien parler maintenant des personnes non binaires, parce que je sais pas, je n'ai pas, lu beaucoup d'études, d'enquêtes sur la sexualité des jeunes. J'ai envie de dire, tu es la première où je me suis vraiment attelé à lire ça. Je sais pas à quel point les personnes non binaires étaient intégrées dans les études. En tout cas, c'est génial parce que là, c'est pleinement intégré dans toutes les dimensions, dans tous les chapitres. Il y a une statistique qui est ressortie et qui m'a choqué, qui est que 70 personnes, du coup on a parlé de violences sexuelles, 70% des personnes non binaires disent avoir subi ou des tentatives de violences sexuelles. Je ne sais plus quel terme on utilisait. De rapports forcés. Je sais que vous travaillez avec un échantillon petit, il y avait 10 000 jeunes à peu près interviewés, c'est 1%, du coup on doit penser à peu près 100 personnes non binaires qui ont été... sur lequel l'enquête s'est penchée. Mais est-ce qu'il y a je ne sais pas trop comment interpréter ce chiffre. Est-ce que aussi ces personnes-là ont fait un tel chemin au niveau de leur sexualité, de leur genre, qui fait qu'elles ont beaucoup plus conscience de ce qui est leur rapport au monde et de ce qui les touche, et du coup peuvent beaucoup plus en parler? Ou est-ce qu'on voit aussi sur d'autres minorités sexuelles cette surreprésentativité des violences sexuelles? Oui, en effet, c'est la première enquête en France où on a inclut les personnes non binaires. Donc, c'est la première grande enquête par questionnaire faite en France où on propose aux personnes de se définir, elles et eux-mêmes, donc comme une femme, comme un homme, d'une autre manière, où il y avait la possibilité de se décrire comme on le voulait. C'était important pour nous parce que d'abord, il y avait une question de combien de personnes parmi les jeunes se définissent autrement qu'hommes et femmes ou comme non-binaires. Donc, effectivement, c'est une petite minorité. C'est 1% pour les personnes non-binaires. 1,7% des personnes, des jeunes, donc 18-20 ans, qui se disent non-binaires. Donc, c'est une petite minorité, mais lorsqu'on le peut, on propose quand même des comparaisons avec les femmes et les hommes parce que les personnes non-binaires vivent des choses autrement, d'autres
des pratiques propres, des expériences propres. Les attitudes ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les femmes et pour les hommes. Donc, c'est intéressant à regarder. Et justement, ouais, comme tu le dis, effectivement, c'est une population qui déclare plus de violence, donc plus de rapports forcés ou de tentatives de rapports forcés. Et je pense que là, il faut vraiment voir la chose, on va dire, dans une causalité dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois, certainement, les personnes non-binaires sont plus exposées à la violence parce que les personnes qui s'éloignent de la norme sont aussi dans cette situation de vulnérabilité et peuvent s'exposer à la violence. Et en même temps, le fait d'avoir vécu des violences peut amener à se poser des questions sur les genres, les normes de genre, et donc à avoir une posture critique par rapport à cette division. Et aussi, bien sûr, cette réflexivité qui vient avec le fait de questionner les catégories d'hommes et de femmes, cette réflexivité va aussi de pair avec une réflexivité sur les violences, sur les rapports de domination. Donc, sans doute, les déclarations de violence sont aussi plus importantes. Donc, c'est difficile à l'explication de ce taux très important de personnes non-binaires déclarant des violences. Il n'y a pas une seule explication, c'est sans doute ça mériterait en tout cas un travail plus approfondi, parce que c'est très intéressant et merci beaucoup de les inclure, parce que c'est vrai que si on les inclut pas dans l'enquête, après nous, on peut pas en parler. Enfin, en tout cas, moi, si je lisais ça sans avoir ces statistiques, j'aurais pas pensé à te poser la question. Et du coup, on rentre dans un truc où on n'en parle pas, alors que c'est une vraie dynamique. Mais du coup, je enchaîne là-dessus. Combien aussi de jeunes se déclarent comme trans aussi, et non-binaires? Donc on peut mettre les deux, en tout cas des personnes qui sont en dehors de la norme de genre. Est-ce qu'on est face à une rupture majeure pour les jeunes, ou est-ce que c'est quelque chose assez... C'est simplement une partie visible qui est juste aujourd'hui, qui se nomme? Oui. Donc, si on prend la population non-binaire, les personnes trans ensemble, ça fait un peu plus de 2% des jeunes qui sont concernés. Alors, donc oui, c'est une petite minorité. Est-ce qu'elle est plus grande aujourd'hui que par les passés? On ne peut pas le savoir parce qu'avant, les enquêtes ne permettaient pas de les capter. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que c'est une population qui est porteuse de questionnements qu'on trouve ailleurs dans la population. Et ça, c'est notamment le travail de Mathieu Trashman dans le livre, a montré que, en fait, les jeunes sont nombreux ou nombreuses à se questionner sur leur genre. Il y a, dans la jeune génération que nous, on a étudiée, vraiment une remise en cause de la naturalité des sexes et cette idée que les hommes et les femmes seraient biologiquement différents, et notamment en termes de sexualité, que ça serait naturellement, biologiquement très différent. Il y a vraiment un questionnement dans cette jeune génération sur le genre, et une vision un peu critique contre des visions plus traditionnelles. Et quelque part, la population trans et non-binaire, c'est la critique la plus radicale, en fait, qu'on peut trouver, parce que ça consiste à bouger, en fait, d'un genre à l'autre, ou à se vouloir situer en dehors du système de genre. Donc, c'est une critique qui est radicale, mais quelque part, elle est aussi révélatrice de questionnements plus larges. Je crois que c'était un peu plus de 25% des jeunes de votre enquête se sont au moment questionnés sur leur genre, ou en tout cas sur leur masculinité, leur féminité. Tout à fait. Avoir une réflexivité autour de ça. Oui. Et c'est ça que quelque part, c'est ça, je pense, le changement plus général et intéressant, c'est que MeToo, pour revenir à ce mouvement-là, MeToo, ça a été un mouvement de critique, discussion, dénonciation des violences, mais en fait, après MeToo, ça a été plus généralement un moment de débat public sur la sexualité. On a parlé beaucoup de consentement, désir, plaisir, mais on a parlé aussi beaucoup de masculinité, par exemple. Les termes de masculinité toxique ou masculinité déconstruite sont des termes qui se sont mis à diffuser dans une partie de l'espace public et médiatique. Je veux dire, c'est aussi socialement situé, mais disons que ce sont des termes qui circulent et ont sans doute amené un certain nombre de personnes à se poser des questions sur les attentes. Qu'est-ce que c'est d'être une femme? Qu'est-ce que c'est d'être un homme? Qu'est-ce que c'est d'être un mec bien, un nice guy? Qu'est-ce que c'est d'être... voilà, il y a eu toute cette réflexion et réflexivité sur les normes de genre. Et ça a touché aussi les hommes, bien sûr. Donc, effectivement, la population trans et non-binaire est petite, mais
les questionnements que dont cette population se fait, on va dire, représentants les plus visibles sont beaucoup plus largement partagés. Et sont partagés aussi sur la sexualité. En fait, moi, j'avais un chiffre qui m'avait vraiment frappé, c'était que 18% des jeunes 18% des jeunes femmes se déclarent non hétérosexuelles. Ouais, c'est même 19. Mais 19 ouais, c'est ça, presque une femme sur 5. Une femme sur 5 et environ à peu près un homme sur 10, 2 fois moins. Mais surtout, la part des jeunes qui se disent homo, bisexuels ou pansexuels a été multipliée par 5 en 15 ans. Qu'est-ce qui explique cette accélération? Est-ce que c'est tout ce dont on vient de parler? Et pourquoi cet écart entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est aussi cette norme de genre? Ben oui, là, c'est vrai, on touche à quelque chose qui est vraiment un des changements majeurs. Où, si on revient à la question en quoi les jeunes aujourd'hui sont différents des jeunes d'hier, alors là, ça, c'est vraiment un résultat fort de l'enquête. En moins de 20 ans, on a cette augmentation très, très forte de la part de jeunes qui se disent autre chose qu'hétérosexuels, donc soit gays, soit lesbiennes, soit bisexuels, soit pansexuels. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'augmentation spectaculaire, elle est de la part de jeunes qui se disent bisexuels ou pansexuels. C'est pas tellement une augmentation forte de gays et de lesbiennes, c'est plutôt une augmentation forte de personnes, on va dire, plurisexuelles qui manifestent un désir, une attirance pour les deux sexes. Et c'est notamment vrai chez les femmes. Et donc, alors qu'est-ce qui explique cette augmentation? Il y a des facteurs, on va dire, un peu classiques, mais qui sont vrais, c'est-à-dire une acceptation plus large. La stigmatisation des gays et des lesbiennes est beaucoup plus faible aujourd'hui que par le passé. C'est devenu beaucoup plus simple, disciple de se vivre comme non hétérosexuel. Sans doute que c'est toujours plus vrai pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire que le stigma qui pèse sur des hommes qui ont des désirs pour d'autres hommes est plus fort et donc potentiellement plus difficile à sortir de l'hétérosexualité pour un jeune homme que pour une jeune femme, parce que la figure, le stigma du PD, en fait, est toujours très chargé négativement. Donc, l'augmentation, on peut l'expliquer par cette acceptation plus large, et du coup, le fait que les femmes se disent plus souvent non hétérosexuelles, aussi par le fait que c'est plus s'accepter pour elles. Mais là aussi, je pense que ça suffit pas. Je pense qu'une autre explication, et là aussi c'est le travail de Tanja Leibovitch, Wilfried Roh, qui insiste beaucoup aussi sur MeToo. Si on revient à ce mouvement qui n'est pas uniquement un mouvement de dénonciation des violences, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, on a discuté de plaisir, de sexualité, de consentement, de hétérosexualité, de masculinité toxique et de plein de choses. Et très certainement, une partie des femmes se sont mises un peu à se questionner sur l'hétérosexualité. En mode, mais pourquoi je relationne avec des hommes? Exactement. Pourquoi pas des femmes? Pourquoi pas des femmes? Pourquoi pas avec ma copine? Parce que c'est quand même plus sympa ce qu'on vit que voilà. Quand je m'expose. Oui, vraiment, je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, un questionnement sur l'hétérosexualité. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement de relationner avec des hommes. Une large majorité des femmes qui se disent bisexuelles ou pansexuelles ont surtout des rapports sexuels avec des hommes, mais elles ne se définissent plus par l'hétérosexualité. Donc c'est comme une forme d'ouverture vers autre chose, où on peut le voir autrement. Se dire bisexuel ou pansexuel, ça peut être aussi une manière un peu de prendre la distance avec l'hétérosexualité, avec tout ce que ça veut dire, pas uniquement d'avoir des rapports avec des hommes, mais l'hétérosexualité comme norme, comme système. Et c'est vrai qu'on voit aussi chez ces femmes-là, il y en a beaucoup qui se disent féministes, donc on voit bien que dans la bisexualité et la pansexualité des femmes, jeunes femmes aujourd'hui, il y a une dimension politique. Il y a une manière de politiser sa sexualité. C'est une sorte de réaction au patriarcat, en fait. Oui. Est-ce que c'est une certaine manière de se dire « je ne suis pas condamnée à vivre ce récit hétéronormé » qui va peut-être me mener à vivre cette vie qui peut-être avec tout ce que ça, avec tout le récit hétéronormé. Oui, et je pense qu'il y a vraiment cette volonté de se distancier, aussi de critiquer, plus généralement un peu de se désaffilier avec l'hétérosexualité, de prendre la distance avec ça. Ce, encore une fois, qui ne veut pas dire prendre la distance avec les hommes ou tous les hommes, mais c'est plutôt prendre de la distance avec de l'hétérosexualité.
Oui, parce que ça me fait penser d'ailleurs à tous les mèmes sur Internet de toutes les femmes qui disent « je suis bisexuelle, mais voici mon copain ». Mais qui, elles, tout à fait, représentent un peu aussi ça, c'est dire « bon, je continue à relationner avec des hommes, à avoir des relations avec eux, mais je ne suis pas… à tout moment, je me tire, quoi ». Et j'aimerais bien parler maintenant d'autres choses aussi, de la pornographie, parce que tu es spécialisé aussi sur tout ce qui est numérique. Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec la pornographie, enfin qui a vraiment… La pornographie existait avant, mais le développement massif gratuitement de vidéos sur Internet, je suis vraiment, moi, de cette génération Internet qui a grandi avec. Qu'est-ce qu'on peut en dire du coup, moi, de cette génération qui sont les premiers vraiment à avoir grandi, à avoir les premières expériences, en tout cas première vision sexuelle avec la pornographie. Et aujourd'hui, quel impact, maintenant, j'ai envie de dire avec 10-15 ans de recul, ça a eu sur notre sexualité, notre intimité et peut-être notre formation, même notre apprentissage sexuel. Ouais, c'est compliqué de répondre à la question avec l'enquête que nous, on a menée, parce que c'est une enquête par questionnaire et c'est une question intéressante de savoir quel impact la pornographie a eu sur la sexualité. Mais le questionnaire, c'est pas forcément la meilleure manière d'y répondre. Mais on a quand même des billes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est déjà que la pornographie est très regardée, que la jeune génération aujourd'hui regarde plus que les jeunes d'hier. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça reste quand même très genré, parce que c'est plus de 80% des hommes qui disent regarder de porno et un peu plus de 40% des femmes, donc c'est moitié moindre. Une fois par an, c'est ça? Au moins une fois par an. Oui, c'est ça. Dans les 12 derniers mois, on en a regardé. Mais si on regarde ensuite combien de personnes disent regarder régulièrement, donc pour nous, régulièrement, c'est qu'on regarde au moins une fois par semaine, mais ça peut être plusieurs fois par jour aussi, mais c'est au moins une fois par semaine. Alors, c'est 47% des hommes, donc c'est comme à peu près la moitié des hommes qui regardent au moins une fois par semaine, et c'est uniquement 8% des femmes. Donc la consommation régulière, elle existe, mais elle est beaucoup plus rare pour les femmes. Donc ça reste quand même… disons que le porno est très certainement important dans la manière d'envisager la sexualité, parce que on regarde des images, on voit que c'est quand même un des rares supports culturels où en fait… on voit des scènes explicites. Donc, je pense que, bien évidemment, ça informe la sexualité. Et du coup, c'est intéressant de constater que la pratique est très, très différente entre les sexes. Après, on a aussi… quelque part, on a posé la question sur l'impact ou sur l'importance que ça a eu pour l'apprentissage de la sexualité d'une manière un peu différente. On a demandé aux jeunes… On leur dit, il y a plein de sources d'informations sur la sexualité. Pour vous, quelles ont été des sources qui vous ont permis d'apprendre sur la sexualité? Et là, on voit que le porno, évidemment, ça en fait partie, beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est pas forcément la première source qui est citée. La plupart des jeunes disent… surtout apprendre avec les partenaires. Donc, il y a quand même un peu cette idée que la sexualité, ça s'apprend en faisant. Sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où on apprend vraiment comment ça marche. Aussi en discutant avec des amis, par des réseaux sociaux, d'autres supports numériques. Et le porno est présent, mais c'est pas forcément la source qui avait été citée en première. Donc, voilà. Mais je pense que sur ça, il faudrait… certainement une étude plus qualitative, ça existe, et notamment les travaux de Florian Varros sur comment est-ce qu'on consomme de porno, qu'est-ce qui relève de fantasmes, comment est-ce que les fantasmes sont différents de ce qu'on pratique, dans quelle mesure on aime pratiquer sur quoi on fantasme en regardant de porno. En fait, il faudrait quelque chose de beaucoup plus proche des acteurs. Ce que nous, on peut mettre en évidence, c'est que c'est une pratique courante, mais quelque part, les jeunes relativisent eux-mêmes en disant « attention ». Oui, c'est pas ma première source d'information, c'est pas leur France Info. Je ne considère pas que le porno, c'est le manuel d'instruction de comment avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Il y a une forme de réalisme, je pense. De dire bon, un peu de scission entre les deux. On arrive bientôt au bout de notre émission. Merci beaucoup, Marie. J'aimerais bien, en fait, là, on a parlé vraiment des jeunes, mais comme un bloc. Oui. Sauf qu'en fait, on n'a tous rien à voir, à peu près. Et moi, j'aimerais bien d'abord diviser entre les jeunes, entre un peu la Gen Z et les millennials, parce que là, votre étude, c'est 18-29. Vous avez pile ceux qui sont avant 2000 et ceux qui sont après 2000. Et de ce que j'ai vu, il
il y a quelques dynamiques qui changent grandement, et notamment ce qu'on a parlé avant, un peu cette dynamique de sexualité, notamment de bisexualité. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre des générations à venir à partir peut-être plus entre les 18-25, 18-21 ? Je pense que c'est dans cette tranche d'âge qu'on voit le plus fortement une revendication de féminisme, un questionnement sur certaines normes sexuelles, notamment l'idée que les hommes et les femmes auraient des besoins sexuels différents. On a comme l'impression quand même qu'on a là une génération pour qui a un peu grandi dans vraiment après MeToo et tout ce débat sur la sexualité, et qui ont donc peut-être plus tendance encore que les autres à politiser la sexualité. Mais encore, effectivement, nous, dans notre enquête, on a deux effets. On a un effet d'âge et un effet de génération. L'effet de génération, c'est ce dont tu parles, c'est-à-dire que selon le moment où tu es né, avec quelle période tu as grandi, tu vas pas avoir forcément les mêmes normes et les mêmes attitudes. Et en même temps, en fait, dans notre enquête, ce sont les plus jeunes. Et en fait, on peut dire des choses, vivre des choses de manière particulière lorsqu'on a 18, 19, 20 ans. Et en fait, quand on approche de la trentaine, les choses changent. Parce que ce que nous, on voit quand même, c'est que, et c'est pas du tout pour dire que la révolution va s'arrêter à 30 ans, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui s'expérimentent pendant la vingtaine. Mais on voit aussi que lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'approche de la trentaine, il y a quand même notamment une grande entrée dans le couple cohabitant. Alors on pourrait dire, dans ce cas-là, c'est juste une forme de parenthèse et toutes ces évolutions, ça va s'arrêter. Je pense pas. C'est que ce couple-là, en fait, il est différent. Le fait d'avoir vécu toutes ces choses, le fait de s'être interrogé sur son identité, d'avoir réfléchi sur le genre, la masculinité et la féminité, d'avoir vécu plein d'histoires différents, certes, peut-être à l'approche de 30 ans, on se met en couple, mais en fait, on a un certain bagage à ce moment-là. On a une réflexivité, on a des envies, on a des aspirations. Et je pense que cette jeune génération, prochain changement important, c'est le couple. C'est-à-dire qu'il faut, les gens se mettent en couple, mais très certainement, les couples à venir ne vont pas être les couples d'hier. Super intéressant. En fait, on va peut-être, il y a des grosses dynamiques, mais qu'à la fin, on va peut-être retrouver dans des normes sociétales, mais qu'à l'intérieur, l'intimité, la politique du couple, déjà, il va y avoir beaucoup plus de politique dans le couple, et que cette politique-là va complètement changer, comme la politique peut-être d'un pays, quoi. Et après, du coup, on a parlé des différentes tranches d'âge. J'aimerais bien parler avec toi des différentes catégories sociales et aussi des personnes racisées, parce que vous avez aussi fait des différences vous avez fait plein de différences entre racisés, selon quel racisé, si t'es plutôt arabe, si t'es plutôt noir, si t'es croyant, si t'es issu de l'immigration, si t'es première génération, deuxième génération. Est-ce que, dans tout ça, parce qu'on va pas faire chaque bloc, est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu as pu observer dans ces dimensions sociales ou culturelles, des grandes différences peut-être entre certaines catégories sociales? Donc effectivement, c'est une dimension qui traverse tout l'ouvrage et donc les chapitres de tous mes collègues. Et si on veut vraiment tirer un peu des conclusions générales, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la religion joue beaucoup. Alors les jeunes sont peu religieux. En fait, on a vraiment une baisse dans la part de jeunes qui disent qu'ils et elles ont une religion et que cette religion est importante pour elles. Donc, contrairement parfois à ce qu'on entend, l'idée qu'il y a une espèce de renouveau religieux chez les jeunes, en fait, les jeunes sont plus athées que jamais, en fait. Okay. Mais parmi les personnes qui, de fait, revendiquent une religion, donc en France, ça va être du coup principalement le catholicisme et l'islam, les pratiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une valorisation beaucoup plus forte du couple. Il y a donc moins d'expérimentation, notamment d'histoire d'un soir. Il y a aussi une entrée dans la sexualité qui est plus tardive. Donc, on voit quand même qu'il y a des différences qui sont importantes. Ensuite, sur le fait d'être racisé ou racialisé, donc perçu comme noir, par exemple, on va avoir des différences aussi. Et là, il y a notamment un travail qui a été fait par Damien Travalet sur l'expérience de discrimination. Et on observe que parmi les jeunes racisés, il y en a beaucoup qui déclarent avoir vécu des discriminations dans la vie intime et sexuelle. Et de fait, lorsqu'on regarde les expériences, on voit notamment qu'on a des taux de célibat qui vont être plus importants. On voit que sur les applications de rencontres, les personnes racisées vont avoir moins de réponses à leurs messages. Donc, il y a un sentiment de discrimination, on va dire, subjectif qui est déclaré. Mais on observe aussi qu'objectivement, les pratiques et les expériences ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais juste pour conclure sur ça, il y a
vraiment conclusion générale qu'on peut tirer, je pense qu'elle est importante, c'est que toutes ces différences entre les jeunes, que ce soit en termes de classe, de race, de ruralité, de niveau de diplôme, etc., les différences en matière de pratiques et de normes sexuelles par rapport à ces différents groupes sont beaucoup plus fortes chez les femmes que chez les hommes. Donc, pour le dire autrement, le groupe des femmes est beaucoup plus divers et beaucoup plus clivé par rapport à ces différentes appartenances. C'est-à-dire que l'entrée dans la sexualité n'est pas la même. La part de jeunes femmes en couple ou qui ont vécu des histoires d'un soir ou utilisé les applis, etc. Tout ça, en fait, les femmes vont être très, très différentes entre elles selon d'autres appartenances de classe et de race, alors que les hommes, indépendamment de leurs appartenances sociales et raciales, font les choses un peu plus, on va dire, ils sont moins différents entre eux. Donc je pense que ça aussi, ça montre bien que, on le disait au début, là, il y a des choses qui changent et il y a une égalité plus grande des femmes et des hommes dans la matière de sexualité, mais quand même, la sexualité, c'est un domaine de la vie qui est clivé et clivante pour les femmes, où il y a plus de normes contradictoires, il y a plus de tensions normatives, et ça fait aussi que selon les groupes de femmes qu'on regarde, on va avoir des choses très différentes, alors que la sexualité, elle est un peu plus fédératrice pour les hommes, qui du coup, leurs normes, leurs pratiques et leurs expériences sont moins différents selon leurs autres appartenances, parce que finalement, la sexualité, ça les définit moins, il y a moins d'enjeux en fait pour eux, et donc la sexualité est comme plus fédératrice pour eux, une pratique fédératrice, alors que pour les femmes, très très clivée. C'est un peu une des conclusions que j'ai l'impression de tout cet ouvrage, c'est que la sexualité qui vient et la sexualité, les dynamiques qu'on observe, elle est les dynamiques, tout simplement, sont du côté féminin. Oui, ça bouge beaucoup plus du côté de chez les femmes. C'est là où on voit l'augmentation des minorités sexuelles. C'est notamment là qu'on voit une forte augmentation du nombre de partenaires sexuels. C'est effectivement du côté de chez les femmes qu'on voit des grands changements, mais c'est effectivement aussi du côté de chez les femmes qu'on voit des grandes différences entre différents groupes sociaux. Donc c'est là où effectivement, du côté de chez les femmes, il y a vraiment des tensions normatives. Il y a plusieurs normes qui existent en même temps. Il y a toujours le stigma de la pute, mais aussi maintenant, comme dit Rebecca Lévy-Guélin, le stigma de la prude. Parce qu'il ne faut pas être pute, mais il ne faut pas être prude non plus. Donc il faut... C'est un jeu d'équilibriste. Voilà, c'est ça. Alors que, disons que chez les hommes, il y a des choses qui bougent, mais quand même, disons que les transformations sont plus mesurées. Alors que chez les femmes, ça change, mais ça clive aussi. J'ai l'impression qu'il y a aussi des grandes dynamiques chez les hommes, mais qui sont encore très minoritaires. Merci beaucoup, Marie, pour cette intervention. C'était hyper intéressant. Et vous pouvez retrouver ce podcast du coup sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur toutes les plateformes. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Non, on n'est pas sur Twitter. Non, on n'est pas sur Twitter, LinkedIn et plein d'autres plateformes. Merci à beaucoup. Merci à l'équipe de production. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci encore, Marie. Merci beaucoup. Salut, c'est Mathias. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de partager à tes amis, de liker et de commenter. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Chercheur est un média indépendant et autofinancé. Alors chaque partage, chaque like pour nous compte énormément. Merci et à très vite. Chercheur.